Une production des studios Bass. L'épisode de cette semaine est une présentation du garage Arleco. Arleco, servir au-delà de la réparation. Peut-on ajouter un câble de rallonge aux bornes rapides? Fin de la production du Bright Drop, Uber Green devient Uber Electric, Toyota présente la Corolla électrique, des changements à venir dans la révision du mandat zéro émission au Canada, le gouvernement fédéral confirme le non-renouvellement de la subvention de 5 000 $ pour véhicules électriques, aux réflexions branchées, le vieux fauteuil, réflexion sur le changement. Nous allons également avoir une chronique retour dans le rétro. On parle des premiers road trips électriques. Et en grande entrevue, on a un reportage sur les bornes rapides mobiles d'Hydro-Québec. Tout ça et bien plus encore dans cet épisode 209 de votre podcast Silence on roule. Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault et c'est avec passion et plaisir que j'anime Silence on roule, le balado dédié 100% au transport électrique. Silence on roule est également fier partenaire de l'Association des véhicules électriques du Québec. J'espère que vous allez bien. Vous avez passé un magnifique 2 semaines. Beaucoup de choses, budget fédéral, des déceptions. On va en parler tantôt dans les actualités, mais non-retour de la subvention fédérale de 5 000 $. Fallait s'y attendre. Donc, il va falloir se contenter de la subvention de 4 000 $ du provincial qui, incidemment, diminuera à 2 000 $ le 1er janvier, tel qu'annoncé. Il y a de cela déjà un petit bout de temps. Quoi dire, si vous n'avez pas déjà donné 5 étoiles à notre podcast, allez sur Apple Podcast ou encore Spotify et donnez-nous 5 étoiles. Et écrivez-nous un petit commentaire, c'est important, un petit message d'appréciation sur le podcast. On apprécie beaucoup. D'une part, c'est notre unique salaire. Et deuxièmement, ça nous permet de faire remonter le balado là, dans la liste des balados connus ou en tout cas qui sont suggérés aux nouveaux auditeurs. Je vous rappelle que vous pouvez en tout temps nous poser des questions sur notre boîte vocale numérique. Vous pouvez rejoindre le question.silenceonroule.com ou encore via notre site web, il y a un petit bouton à droite pour atteindre notre boîte vocale numérique. Vous nous laissez un message avec votre microphone là, de cellulaire ou d'ordinateur maison. Et nous, on écoute votre message et on y répond. Et d'ailleurs, un bel exemple de tout ça, c'est le message que nous a laissé Monsieur Ranger. Donc, on va écouter le message de Monsieur Alain Ranger à l'instant et on va y répondre par la suite. Bonjour, mon nom est Alain Ranger. J'ai un Silverado EV 2024. Mon problème, c'est que je recharge avec une roulotte de 24 pieds. Puis la porte pour la connexion est à l'arrière sur le Silverado. Donc, quand on va à des bornes de charge rapide ou de n'importe quelle borne, il n'y a pas toujours l'emplacement pour... Le câble n'est pas assez long. Je voudrais savoir si j'achète une rallonge de câble, si ça diminue la capacité de recharge ou la vitesse. C'est un peu ça ma question, pour savoir si ça affecte le chargement. Merci. Alors, Monsieur Ranger, pour répondre à votre question, si on parle de borne niveau 2, donc une borne AC niveau 2, oui, il existe des rallonges. Évidemment, il y a des limites. Là. Plus c'est long, plus il y a de la perte. Moins vous allez avoir d'efficacité de recharge. Est-ce que ça sera significatif? Probablement pas. Mais oui, il y aura une petite baisse là, de puissance disponible au bout du pistolet si vous mettez une rallonge. Mais c'est pas trop significatif, donc ça ne devrait pas être un empêchement. Maintenant, vous parlez de superchargeurs de bornes rapides Tesla. Faut savoir que des rallonges pour des bornes rapides,
Virtuellement, ça n'existe pas. Oui, vous allez voir sur Internet 1 ou 2 reportages qui vous parlent d'un modèle qui a déjà existé. C'est dangereux. Ça n'a pas été approuvé ici au Canada. Et je vous déconseille fortement d'utiliser une rallonge, même si vous réussissez à en trouver une là, pour une borne rapide, compte tenu du danger que ça revêt. Mais selon moi, vous réussirez même pas à en trouver, donc c'est pas trop problématique. Donc, j'espère que ça répond à votre question. Alors, aujourd'hui, on a un épisode drôlement bien chargé. Et je fais pas de jeu de mots avec la recharge, évidemment. Quand je dis ça, on a une belle chronique de notre ami Claude Gauthier. Il y a une chronique qui porte à réfléchir. Vous porterez bien attention à cette chronique-là. On rencontre également Luc Gauthier et David-Olivier Goulet d'Hydro-Québec qui nous parlent d'un projet de borne mobile, borne rapide mobile. Très intéressant également. Et on a une autre chronique de retour dans le rétro pour ceux qui aiment l'histoire, la petite histoire de la voiture électrique. Sans plus tarder, je vous propose d'aller tout de suite écouter les actualités dans le monde de l'électromobilité. Vous voulez des produits qui permettront d'augmenter la valeur de revente de votre véhicule? Chez Précision PPF Vitres teintées, nous sommes à votre service depuis 2015. Nos maîtres installateurs sont tous certifiés et ont plus de 17 ans d'expérience dans le domaine. Nous offrons un service de qualité inégalé quant à la protection par pierre, les soins nanocéramiques ainsi que les vitres teintées. Notre pellicule par pierre ultra résistante est invisible et conservera l'intégrité de votre véhicule tout en prévenant la rouille et en protégeant la peinture contre les débris de la route. Notre traitement nanocéramique possède un puissant effet hydrofuge et il préserve l'éclat et la brillance de votre peinture pour en faciliter l'entretien. Que ce soit pour votre voiture, votre résidence ou votre commerce, Précision PPF Vitres teintées est là pour vous offrir la multitude d'avantages qu'offre la teinte de vitre. Venez nous rencontrer au 1970 boulevard des Laurentides à Laval. Appelez-nous au 450-490-4488 ou encore venez visiter notre page Facebook Précision PPF Vitres teintées. Nous comblerons vos exigences tout en vous offrant la qualité que vous recherchez. Les actualités sont une présentation de Bourgeois Chevrolet, le spécialiste du véhicule électrique au Canada. Contactez-nous au bourgeoischevrolet.com ou au 450-834-2585. En octobre dernier, GM a annoncé la fin de la production du Chevrolet BrightDrop, une camionnette électrique assemblée depuis 2022 à l'usine Cammy d'Ingersoll en Ontario. Cette décision a porté un coup dur aux 1200 travailleurs du site ainsi que l'ensemble du secteur automobile canadien déjà ébranlé ces derniers mois par des reculs similaires chez Stellantis, Ford et Honda. À peine un jour après l'annonce GM, le constructeur Packard a quant à lui confirmé le licenciement de 300 employés de son usine québécoise. Même si le président de GM Canada, Christian Aquilina, a affirmé que cette décision n'était pas liée aux tarifs, les observateurs de l'industrie y voient un nouvel épisode de ralentissement causé en grande partie par la guerre commerciale de Donald Trump. En revanche, le gouvernement américain verse des subventions records à l'industrie pétrolière. Une récente étude a estimé qu'il dépense désormais 30 milliards américains par année en soutien au secteur des combustibles fossiles, plus du double des montants alloués en 2017 lors du premier mandat de Donald Trump. Cette pratique, enracinée depuis 1913, illustre la résistance du pays à s'émanciper et se sortir du joug du pétrole. Uber franchit un nouveau cap dans sa transition écologique au Canada en renommant son option de course à faible émission Uber Green en Uber électrique. Ce changement marque une volonté claire de se tourner exclusivement vers les véhicules entièrement électriques en éliminant progressivement les hybrides de sa catégorie. Selon le porte-parole d'Uber, cette transition vers les 100% électriques a déjà été amorcée plus tôt cette année sous le nom de Uber Green. Le nouveau nom reflète désormais cette réalité qui s'inscrit dans une stratégie globale visant à atteindre 100% de courses zéro émission d'ici 2030 au Canada, en Europe et aux États-Unis. Malgré les sceptiques, Toyota semble décidé à rattraper son retard dans la course aux véhicules électriques. Lors du Japan Mobility Show 2025, le constructeur japonais a levé le voile sur un nouveau concept audacieux de Corolla qui annonce la transformation la plus radicale de l'histoire de ce modèle vieux de plus de 50 ans.
Déjà plus dynamique dans sa génération actuelle, la Corolla s'apprête à franchir un nouveau cap. Ce nouveau concept ne se contente pas d'un simple lifting, il préfigure une véritable révolution stylistique de technologie. Sous une carrosserie aux lignes rendues plus futuristes, dis-je, la prochaine Corolla inaugurera pour la première fois une motorisation 100% électrique et pourrait même être offerte en version à pile à hydrogène. Toyota ne semble pas avoir appris de l'échec de la Mirai. Mark Cucci, directeur général de l'énergie et du transport à l'Environnement et Changement climatique Canada, a indiqué devant le comité parlementaire de l'environnement que son ministère comptait publier les résultats de sa très attendue révision du mandat vers les véhicules zéro émission en fin d'année. Selon les règles actuelles en vigueur, les constructeurs automobiles devraient, dès l'an prochain, s'assurer que 20% de toutes les voitures VUS et camionnettes légères vendues au pays soient des véhicules à émissions zéro, y compris les hybrides rechargeables. Ces cibles de vente doivent augmenter progressivement pour atteindre 60% d'ici 2030 et 100% d'ici 2035. Une révision complète du calendrier le 5 septembre dernier du premier ministre Carney a toutefois suspendu la mise en œuvre du mandat pour 2026, lançait une révision également de 60 jours du programme en réponse aux tarifs américains qui frappent durement le secteur automobile canadien. Ottawa a accordé une extension d'1 an aux constructeurs afin de leur donner une marge de manœuvre financière. Certains d'entre eux ont néanmoins réclamé l'abolition complète du mandat. M. Cucci a cité l'exemple de la Norvège qui devrait devenir le premier pays mondial à atteindre 100% de vente de véhicules zéro émission d'ici 2025, mais les constructeurs canadiens jugent les objectifs d'Ottawa irréalistes, invoquant un manque de demande sur le marché. Faut croire qu'on ne voit pas les mêmes statistiques. Dans son dernier budget fédéral qui a été présenté par le gouvernement Carney, on apprend plein de bonnes et de moins bonnes nouvelles pour le transport électrique. Premièrement, on apprend le retrait définitif de la subvention de 5 000 $ fédérale à l'acquisition d'une voiture électrique. Donc, plusieurs croyaient qu'elle allait revenir avec le budget. Eh bien non, c'est la fin des incitatifs pour les véhicules légers. Toutefois, il y aura un fonds souverain pour les minéraux critiques et pour l'exportation, des incitatifs d'investissement accélérés, une politique d'énergie propre, une politique acheté canadien et on aura quand même la fin des incitatifs pour les véhicules moyens lourds électriques et aucune nouvelle concernant les programmes de subvention pour les infrastructures. Vous aimeriez avoir une conférence par des vrais professionnels des voitures électriques? Faites confiance aux conférences de Silence on roule. Nous avons une panoplie de conférences allant de 30 minutes à 90 minutes. Pour plus d'informations et pour réserver votre conférence, écrivez à martin@silenceonroule.com. martin@silenceonroule.com. Les réflexions branchées de Claude Gauthier. L'autre fois, mon ordinateur m'a fait un coup. Vous savez, les genres de mise à jour que personne n'a demandé, paraîtrait que c'est pour ma sécurité. Ma sécurité, c'est surtout de savoir où est le bouton pour enregistrer le texte de cette chronique. Puis là, je le cherche. Il est plus là. Il est disparu. Il a été remplacé par un genre d'icône qui ressemble à un nuage ou un bretzel. Je sais pas trop c'est quoi. J'ai passé 20 minutes à sacrer. Puis pas des petits jurons du dimanche. Là. Non. Le sac du gars qui a perdu ses clés, qui sont quelque part dans la maison, mais exactement où, je le sais pas. Tu veux partir, t'es pressé, mais t'as pas tes salles de clés. Ça, c'est le changement imposé. C'est un désordre, c'est quelqu'un qui rentre chez vous qui décide que le pot de crayon il irait mieux sur la tablette du haut. Sauf que c'est toi qui as besoin du crayon. On dit qu'il faut s'adapter, embrasser la nouveauté. Ça, c'est des paroles de petit jeune qui n'a pas encore passé 30 ans à perfectionner le tracé entre sa tasse de café et son clavier. On parle pas de progrès, là. On parle de confort. Le confort, c'est une chose qu'on bâtit lentement, comme une amitié. C'est une habitude qui nous va bien. Pourquoi pensez-vous que les vieux n'aiment pas le changement? Je vois beaucoup de vieux qui ont 30 ans en passant. C'est les pires vieux que je connais, je pense. C'est ça, en fait, la peur du changement. C'est pas la peur de l'avenir. C'est la peur de perdre le présent qu'on a si patiemment fabriqué. C'est la crainte de plus ne reconnaître son propre salon.
Vous savez, on a tous un vieux fauteuil, il est usé, peut-être un peu laid, mais il a la forme de notre corps. Chaque bosse, chaque pli, c'est une histoire. Le neuf, lui, il n'a pas de mémoire, il est raide, il est impersonnel. Il vous demande de faire des tout petits efforts pour s'adapter, mais c'est des efforts qui, des fois, sont un peu tannants. Un peu dans le genre que M. Duhem ne veut pas faire d'efforts, puis il veut peut-être son confort de député. Rien de plus, rien de moins. Il devrait prendre l'exemple de M. Côté. Même s'il a 75 ans sonnant, il est rendu avec un pick-up électrique. Bien sûr, il y a l'autre côté. Le voyageur qui part pour voir d'autres bâtiments que sa maison. Ceux qui déménagent pour voir d'autres visages. Ceux qui, comme feu mon père, aiment changer de voiture pour sentir l'auto neuve. Il faisait ça aux 2 ans. C'est aussi une façon de vivre. Souvent, le changement qu'on aime, c'est celui qu'on choisit, alors que la mise à jour de l'ordinateur, le nouveau sens unique dans votre rue, la caisse automatique qui remplace la caissière et qui vous demandait des nouvelles du petit. Ça, c'est du changement qui vous prend par le collet. Il vous demande pas la permission. On finit par le trouver, ce foutu bouton. On marmonne, on clique au hasard, et puis voilà! La première fois, c'est une victoire. La deuxième, c'est un réflexe. La 100e, on a oublié comment c'était avant. En fait, le cerveau, c'est une machine formidable qui oublie ce qui te dérangeait. Mais pendant ces 20 minutes-là où on a cherché ce foutu bouton-là, on n'est pas tous des pionniers en quête de nouveautés. On est juste un gars ou une fille qui voudrait qu'on lui fiche la paix. La peur du changement, c'est peut-être rien d'autre que ça. Le simple désir de finir sa journée sans avoir tout à réapprendre. Le plus drôle, là, c'est que dans 2 ans, si on me redonnait mon vieil ordinateur, probablement que je chercherais le Brésil. Puis je sacrerais de nouveau. Bonne semaine. Vous venez de faire le saut vers l'électrique et songez à vous procurer une borne de recharge à la maison ou au chalet? Depuis plus de 65 ans, Hydro-Solutions est une entreprise québécoise de confiance. Vous les connaissez pour les chauffe-eau, mais ils offrent également un service clé en main de location ou d'achat de bornes de recharge, incluant l'installation professionnelle. C'est définitivement l'avenue à privilégier afin de faire affaire avec une entreprise d'expérience qui s'occupera de tout. Demandez dès aujourd'hui une soumission en ligne gratuite et sans engagement au www.hydrosolutions.com. Choisissez parmi plusieurs marques reconnues comme Flow, Heavy Duty, Grizzly et Wallbox. Une seule visite sur leur site web vous permettra de constater la diversité des modèles offerts ainsi que la simplicité avec laquelle vous pouvez entamer une démarche. Par la suite, en cas de problème, leur équipe d'experts est là pour vous. Hydro-Solutions, leur mission, vous simplifier la vie. On sait qu'il se fait beaucoup de beaux projets au Québec. On est créatif, on a des bonnes idées. Et à Hydro-Québec, on travaille depuis de nombreuses années sur plein de trucs, entre autres en électrification des transports. Et aujourd'hui, en entrevue, j'ai avec moi Luc Gauthier et David-Olivier Goulet, qui sont tous les deux ingénieurs chez Hydro-Québec. Bonjour, messieurs. Bonjour. Bonjour. Écoutez, on va commencer par vous présenter. Donc, Luc, peut-être? Oui, Luc Gauthier, chez Hydro-Québec depuis 2021. Beaucoup d'expérience en aéronautique. Mais rendu chez Hydro-Québec, je travaille beaucoup sur des projets innovants, entre autres l'électrification des transports et la recharge mobile. OK. Et toi? David-Olivier Goulet, je suis un collègue de Luc en emploi d'Hydro-Québec depuis 2017. Donc, je suis ingénieur de projet dans l'équipe de solutions d'innovation pour tout ce qui touche la résilience du réseau électrique. Donc, on fait plusieurs types de projets. On est beaucoup dans les projets pilotes qui visent à trouver des solutions pour améliorer la résilience du réseau. Puis quand on parle de résilience du réseau, c'est comment on peut faire face aux pannes qui surviennent sur le réseau électrique. On sait qu'il y en a de plus en plus avec les aléas climatiques là, qui sont grandissants. On tente de trouver des nouvelles solutions puis d'innover là, pour faire face à ça. OK, excellent. Puis, question que je pose toujours à mes invités, avez-vous une voiture électrique vous-même? Oui, en 2018, je me suis acheté une Tesla Model 3 que j'ai adorée et que j'ai renouvelée à la fin de 2024
pour une autre Model 3. Une autre Model 3 aussi. Toi? Moi aussi, ça fait juste 1 an, mais je roule en Volkswagen ID4. Excellent. Donc, on a des électromobilistes. C'est intéressant parce que ça donne la perspective que vous êtes aussi des utilisateurs des réseaux de recharge et des aléas de la recharge. Donc, aujourd'hui, vous êtes là pour nous parler justement de beaux projets sur lesquels vous avez ou vous travaillez. Peux-tu nous en parler un petit peu plus? Oui, ça fait à peu près 2 ans là, qu'on a commencé à regarder ça. Suite à la panne de 2023 qui s'est produite sur l'île de Montréal, la direction d'Hydro-Québec nous a mandaté pour trouver des solutions qu'on pourrait déployer lorsqu'il y aura d'autres pannes qui vont se présenter, un peu comme celle à Verdun, là, où les gens ont été presque une semaine sans électricité. Alors, on a travaillé sur une solution qu'on pouvait offrir rapidement et utiliser en cas de besoin. Et la solution est disponible depuis le début de l'année. Et là, on parle de solution à un problème. Et le problème, évidemment, on est à silence, on roule. Donc, on parle de véhicules automobiles. On parle donc de recharge. Donc, la solution, c'est s'il y a une panne électrique, ben les bornes de recharge publiques ou même résidentielles, ben fonctionnent pas. Il n'y a pas d'électricité. Puis là, il faut trouver une façon... Les gens sont capables d'aller travailler quand même, être capables de circuler avec leur auto. Donc, votre mission, c'est de faire en sorte que même quand il n'y a pas d'électricité, on a des solutions pour se recharger quand même. Exactement. Puis c'était le but là, initial là, ou le problème auquel il fallait répondre. Donc, on va être certain que s'il y a une panne qui va durer un certain temps ou de prolonger, on veut être capable d'aller sur place puis offrir de la recharge pour que les gens puissent retourner chez eux le soir ou puis revenir le lendemain pour travailler. Là, OK. Donc, c'est un angle, je dirais, d'améliorer la qualité de service ou le maintien du service. C'est-tu aussi lié, j'imagine qu'il y a des enjeux de sécurité. On est en 2025. Bon, il n'y en a peut-être pas encore beaucoup, mais dans quelques années, les ambulances vont rouler à l'électricité. Il y a peut-être des camions de pompiers qui vont rouler à l'électricité. Il faut que ces équipements-là soient capables de circuler en cas d'urgence. Donc, il y a oui une question de qualité de service, mais il y a aussi une question de sécurité là-dedans. Donc, cet angle-là à Hydro-Québec, je pense que c'est important. Hein? Hydro veut vraiment faire en sorte qu'on offre un service de qualité même dans des situations un peu plus, je dirais, risquées ou plus pénibles, comme quand il y a des grosses pannes. Oui, tout à fait. Puis, comme on le disait d'entrée de jeu, c'est un projet pilote là, qu'on réalise, donc la station de recharge mobile. En date d'aujourd'hui, des pannes de longue durée où on a besoin de la déployer, il y en a très peu, mais on veut apprendre de ça puis voir justement, est-ce que ce type de solution-là répond vraiment aux problèmes qu'on pourrait avoir avec les pannes de plus longue durée, puis aussi voir un peu les facteurs d'adoption, comment que les électromobilistes gèrent ces situations-là. Est-ce que c'est un service qu'ils apprécient pour justement éventuellement, si on en aurait besoin là, davantage dans le futur, qu'on soit prêt, puis qu'on puisse savoir qu'est-ce qui a bien marché en pilote, qu'est-ce qu'on peut répliquer, comment on peut l'améliorer. Donc, c'est tout ça là, qu'on vise à tester là, avec le projet pilote. Il y a quelque chose qui, en fait, tu sais, quand il y a une panne, c'est évident, là, on a besoin d'être capable de se charger parce qu'il n'y a pas d'électricité, mais est-ce qu'il y a d'autres contextes qui ne sont pas des pannes qui pourraient exiger d'avoir une borne mobile? Oui, il y en a plusieurs, entre autres au niveau de circuit électrique. Si, par exemple, il y a des équipements qui doivent être remplacés, qui fait que l'offre réduit à un certain endroit, ou lors d'événements spéciaux, qui vont emmener là, un festival quelconque là, qui pourrait emmener un achalandage beaucoup plus élevé, c'est des situations qu'on regarde là, pour être capable d'offrir une bonification de recharge quand ce sera nécessaire. Là. Puis, en fait, là-dessus, quand on a lancé le projet, l'objectif principal, c'était trouver une solution à qu'est-ce qu'on fait quand il y a des pannes sur le réseau pour pouvoir alimenter la recharge de véhicules électriques. Puis, une fois que le produit a été rendu disponible à la station de recharge, on s'est rendu compte qu'il y avait d'autres opportunités de l'utiliser, notamment comme on parlait, puis Luc en a parlé rapidement, mais par exemple là, des interventions d'interruption planifiée sur le réseau électrique où justement là, sur une ligne de distribution, on a besoin d'en faire de la maintenance, puis la ligne devient disponible pendant quelques heures.
ben, le sachant d'avance, on peut amener la station de recharge mobile à cet endroit-là puis continuer d'offrir de la recharge même si l'alimentation électrique est coupée pour une interruption planifiée ou même pour une forte affluence, par exemple, un endroit où on a déjà des bornes du circuit électrique, mais pendant un court laps de temps, exemple un long week-end ou un festival, il y a une forte affluence d'électromobilistes, ben on peut venir amener la station de recharge, puis on est même capable de la raccorder au réseau électrique, puis de l'alimenter là, via notre réseau principal. OK, donc non seulement elle est autonome parce qu'elle fonctionne avec une source d'énergie qui n'est pas nécessairement hydro s'il y a une panne, mais elle pourrait aussi être connectée au réseau d'hydro pour devenir une borne supplémentaire temporaire sur un site. Tout à fait. Puis c'est ça qui a été testé là, cet été. Justement, elle a été déployée dans cet objectif-là à Louvicourt, en Abitibi, pendant les périodes là, des vacances de la construction. Donc, elle a été amenée là, elle a été alimentée par le réseau électrique, puis l'objectif, c'était de bonifier la recharge pour les électromobilistes. Donc, les gens qui arrivaient à cet endroit-là, ben au lieu d'avoir les 3, 4 ou 5 bornes qui étaient déjà disponibles du circuit électrique, ben il y avait une bonification via la station de recharge, là, donc il n'y avait pas de file d'attente aux bornes grâce à ça. Intéressant. Question comme ça, donc cette borne-là indépendante du réseau électrique, la réflexion rapide qu'on peut se faire, c'est ça existe peut-être sur le marché. Hein? Il y a des vendeurs de bornes, ils ont peut-être des bornes à batterie ou peu importe. Dans votre cas, est-ce que c'est quelque chose qui existait déjà ou c'est une conception Hydro-Québec? On a regardé à ce qui existait sur le marché il y a à peu près 2 ans. On avait commencé à regarder les différents produits. Il y a beaucoup de systèmes premièrement, il y a beaucoup de fabricants de bornes de recharge rapide, donc 25 kW, 50 kW et plus, qui ne veulent pas que leur système soit installé sur des plateformes mobiles. Alors, on a réussi quand même à trouver des bornes qui étaient adéquates pour ce type de système-là. Ce qui existait sur le marché répondait pas tellement à notre besoin, dans le sens que la sécurité, c'est très important pour nous chez Hydro-Québec. Et les produits qui existaient n'avaient pas nécessairement toutes les certifications la sécurité, le niveau de sécurité qu'on recherchait pour pas mettre en péril là, Ouais, je me doute qu'Hydro-Québec, quand vous faites un projet comme celui-là, c'est pas fait à peu près. Là. C'est-à-dire que toutes les normes, la sécurité, vous respectez toutes les normes canadiennes et les normes Hydro-Québec de A à Z. Il n'y a aucun passe-droit là-dessus. Là. Exactement. Puis quand on a vu qu'au niveau stockage, on trouvait pas ce qu'on voulait combiner avec des bornes, on s'est dit on va partir avec des bornes qu'on va installer dans un élément mobile, une remorque entre autres. Et on a commencé avec les génératrices qu'on utilise souvent en cas de dépannage et quand on doit aller à un endroit et qu'il faut rester longtemps. Alors, on a fait une première version de notre système, de notre station de recharge mobile avec des bornes seulement et génératrices, qui fait qu'on a pu développer nous-mêmes assez rapidement un système et pouvoir l'offrir et le tester là, dans le champ. Okay. Bien, parlons justement, je me permets, les gens sont toujours friands de comprendre un peu plus. On parle de borne mobile depuis tantôt. Donc, j'aimerais ça qu'on parle techniquement. C'est quoi cette borne mobile-là, la puissance, le nombre de pistolets, les standards? Donnez-nous des détails techniques un peu sur le système. Là. C'est ça. Nous, là, ce qu'on a trouvé, ce qu'on était capable de se procurer puis de trouver, c'était des bornes de 50 kW qui étaient partageables, qui avaient 2 pistolets. Donc, on pouvait avoir 2 fois 25 au besoin. Et on en a 4 dans la station de recharge mobile. Là. On appelle la station, mais qui a 4 bornes à l'intérieur. 4 fois 2 fois 25? 4 fois, il y a 4 bornes de 50 kW. OK. Qui peuvent faire 8 fois 25 kW. OK, donc il y a 200 kW de recharge. Disponible. Exactement. Okay. Puis en fonction de l'endroit où on va s'installer, comme à Louvicourt au printemps et cet été, les gens arrivent de loin, de l'entrée du parc. Donc, ils arrivent, ils sont presque vides. Les batteries sont presque vides. Donc, c'était plus des utilisateurs, mettons 4 utilisateurs des bornes de 50 kW que 8 utilisateurs de 25. Okay. Mais dans une situation de panne d'urgence, mettons autour de Montréal, où là, on aurait peut-être beaucoup d'électromobilistes qui ont besoin de petites recharges pour se rendre à la maison, on aurait peut-être plus des 8 fois 25 kW pour être sûr qu'ils sont capables. Donc, je comprends, puis les gens peuvent voir sur le site là, de Silence on roule, il y a quand même dans la promotion de l'épisode des photos qui le démontrent, puis sur le site d'Hydro-Québec également. Mais donc, vous déployez, vous arrivez avec la remorque, mais il y a
ce qu'on appelle soit des stalls ou en tout cas un endroit où tu as les 2 pistolets, puis un peu plus loin, tu as 2 autres pistolets. C'est comme exactement. ça. Donc, vous mettez comme des stationnements. Là, Ben, les bornes, c'est comme une espèce d'unité sur roue là, qu'on déplace un peu comme un diable. Ouais. Alors, on peut s'adapter à différentes configurations pour être capable d'accommoder le plus de véhicules possible en fonction de la configuration du site où on s'installe. Puis, les autos arrivent, puis ils reculent, puis les bornes sont branchées au réseau du circuit électrique de la même façon qu'une borne fixe. Ce qui fait que les gens peuvent venir démarrer, là, puis ils sont compatibles aussi avec l'autocharge. Donc, ils arrivent, ils se branchent, puis ceux qui ont configuré l'application, ça démarre automatiquement. Donc, c'est intégré, les bornes sont connectées sur le réseau du circuit électrique, c'est ce que je comprends. Là. Effectivement, on les voit, puis si jamais on a une sortie en urgence, on met un encart sur la première page de l'application qui avise là, qu'il y a des bornes d'urgence qui ont été déployées. Excellent. Donc, c'est bien intégré avec le circuit électrique. Vous avez bien parlé tantôt du contexte souhaité d'utilisation. Dans quel contexte elles ont été utilisées à date? Vous en avez parlé d'un cas qui est celui de Louvicourt. Donc, vous avez installé les bornes là pour ajouter de l'offre. Est-ce qu'elles ont été utilisées dans d'autres situations également? Oui, vas-y, Luc. Ben, c'est principalement à Louvicourt qu'on est allé cet été. Et ce printemps. Puis au printemps, l'avantage, c'est qu'on a eu une interruption planifiée le 25 mai, ce qui fait que nos collègues du bureau de Val-d'Or ont levé la main et ont dit, écoutez, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'assurer que les électromobilistes vont avoir une offre de recharge? Parce que les gens arrivent à Louvicourt, puis il y a encore 30 km pour se rendre à Val-d'Or, puis ils ont besoin de recharge. Puis les bornes qui sont là à Louvicourt étaient non fonctionnelles durant toute la journée. Alors, c'est ce qui a justifié notre déplacement principalement ce printemps. Et comme on avait la possibilité de tester un système qui existe depuis longtemps, Hydro-Québec, qui nous permettait d'aller chercher de l'énergie du réseau, la longue fin de semaine d'avant, on est venu s'installer avec la génératrice pour la journée d'interruption planifiée, parce qu'il n'y avait rien d'autre, et notre système qui nous permettait d'aller se brancher sur le réseau aérien. Ce qui fait que durant les 10 jours avant la journée, l'interruption planifiée, on a pu brancher notre station de recharge avec l'alimentation réseau verte. Et on a pu faire les deux. Puis là, comme ça a été un bon succès, Circuit électrique, on nous a demandé cet été, pour la période d'achalandage, de retourner à Louvicourt. On était là pendant un mois de temps, branché en aérien seulement, pas de génératrice, ce qui fait qu'on a pu offrir pendant un mois de temps une bonification de recharge pour l'achalandage des vacances. Ça prend combien de temps, cette interconnexion-là au réseau? Si vous débarquez sur le site, là, puis vous devez aller vous brancher sur le réseau aérien, on parle de quelques minutes, quelques heures, quelques jours? On parle de quelques heures parce que ça nous prend une équipe de monteurs à ce moment-là pour se brancher. Mais c'est rapide quand même. Oui, c'est rapide. Ouais. OK. Puis, juste dans les cas d'utilisation, la station de recharge a été mise en service cette année, donc au début de l'année 2025. Heureusement, pour tous, il n'y a pas eu de panne majeure qui a nécessité le déploiement jusqu'à présent de la station de recharge. Malheureusement pour nous, parce qu'on aimerait bien la tester dans cette situation-là, mais c'est sûr que dès que l'opportunité va se présenter, elle va être déployée, puis les électromobilistes vont être avisés via l'application du circuit électrique. La nuance entre ce projet-là puis les bornes avec batterie qui ont déjà été utilisées par le circuit électrique, c'est quoi? C'est une excellente question. La grosse nuance, c'est la mobilité de la solution. Donc, d'avoir les batteries sur des bornes de circuit électrique, par exemple, vont permettre d'amener de la résilience à ces bornes-là, d'offrir aussi des services pour le réseau, donc diminuer l'impact des appels de puissance des bornes sur le réseau électrique. Mais la grande nuance, c'est que la station de recharge, elle est mobile, donc elle peut être déployée à différents endroits partout à travers le Québec. On en a parlé tantôt des cas d'utilisation. Pendant des événements de panne majeure, présentement, on va la déployer dans la grande région de Montréal, mais pour tout ce qui touche les autres cas d'utilisation, soit la bonification de l'offre de recharge, les interruptions planifiées, elle est disponible pour tout le Québec. Donc, ça se situe beaucoup au niveau de la mobilité. Oui, tout à fait. Luc, c'est quoi les prochaines étapes ou la suite de ce projet-là? Parce que là, vous savez que ça marche, vous l'avez utilisé, ça marche bien. Oui. Les endroits où les situations où on n'aura pas d'énergie disponible d'alimentation aérienne d'Hydro-Québec, l'alimentation verte, c'est clair qu'on a la génératrice, ça va prendre la génératrice pour alimenter. Ce qu'on fait actuellement, c'est qu'on évalue la possibilité de rajouter du stockage d'énergie pour réduire de beaucoup l'utilisation de la génératrice, tout en offrant un service où toute la pleine capacité de recharge que la remorque, que la station de recharge peut offrir. Fait que ce qui fait que si par exemple, durant la nuit, de minuit à 7 heures le matin, il n'y a presque pas d'autos qui viennent pour se charger, ben là,
j'aurai pas la génératrice qui va marcher toute la nuit. J'ai les batteries qui vont prendre la relève et qui vont garder les bornes ouvertes et qui vont même recharger plusieurs voitures avant même d'avoir besoin de redémarrer la génératrice pour venir remplir les batteries. Ah, c'est intéressant. Votre équipe fait des projets vraiment tripants. En tout cas, le geek en moi est allumé. Avez-vous d'autres projets d'intérêt ou d'autres trucs sur lesquels vous travaillez du genre? Oui, tout à fait. On le disait tantôt, là, on réalise plusieurs types de projets pilotes sur différents sujets, notamment la mobilité électrique. Il y a d'autres, on a des projets de micro-réseaux sur lesquels on travaille où justement là, on touche plus à la résilience communautaire là, pour des secteurs ou des municipalités. Mais on a également aussi là, des projets qu'on démarre là, où on veut peut-être tester là, des solutions encore une fois, de recharge résiliente, où on pourrait également amener de la production d'énergie sur site via, par exemple, des panneaux solaires couplés à des batteries. Donc, c'est des projets sur lesquels on est encore en phase là, plus là, d'élaboration de concepts, là, mais qu'on a là, dans nos cartons là, pour tester là, éventuellement. On sort à Silence on roule d'une série de plusieurs entrevues avec des gens qui installent des systèmes. On a parlé du système de Tesla, on a parlé du système SIG-Énergie, qui sont des systèmes qui intègrent du stockage d'énergie locale, captation d'énergie solaire, utilisation de bornes bidirectionnelles. Donc, le véhicule, non seulement tu peux le recharger, mais il peut devenir aussi une grosse batterie. Et tout ça peut être connecté sur ta maison, ton édifice. Est-ce que ces technologies-là qui sont en déploiement un peu partout et qui commencent, le système SIG-Énergie est homologué au Québec, qui commence à se vendre. Là, je parlais avec Sylvain Juteau qui a une 50aine de commandes pour les systèmes, puis il y en a plein d'installés. Ça s'en vient, les gens vont être habitués à ce genre de truc-là. De quelle façon ce changement-là, donc cette conscientisation-là des Québécois qui peuvent eux-mêmes produire, stocker de l'énergie et voire même dans un futur retourner de l'énergie à Hydro-Québec parce que ça fait partie des concepts qui existent évidemment. De quelle façon tout ça s'intègre avec vos projets? Ben, de notre côté, c'est sûr qu'on est conscient de tous ces projets-là, de toute l'innovation, puis on voit ça d'un super bon œil. Notre rôle là-dessus, c'est de s'assurer que le réseau électrique, lui, est prêt à faire face à ces nouvelles technologies-là, puis de s'assurer que, quand on va en avoir de plus en plus, ça causera pas de problème, puis au contraire, on va être prêt à les accueillir et à tirer les pleins bénéfices, parce que c'est des solutions qui ont des nombreux avantages pour les consommateurs, mais aussi pour le réseau. Donc, l'objectif de notre côté, c'est de faire des pilotes, de travailler avec des clients, dans certains cas, pour justement comprendre comment on peut aller tirer le maximum des bénéfices des deux côtés, puis comment on peut avoir un réseau qui est prêt à les recevoir, puis prêt à recevoir l'ensemble de l'électrification des transports là, qui s'accélère de plus en plus. Oui, ça va très vite. Mais messieurs, c'est fut très intéressant, très excitant. Vous devez me faire une promesse, c'est que si jamais vous travaillez sur des nouveaux projets aussi excitants que ceux-là, qui touchent de près ou de loin l'électrification des transports, qu'on pourrait avoir la chance de vous réentendre parce que je suis certain que ça va susciter beaucoup d'intérêt. Puis j'incite les auditeurs qui sont à l'écoute de Silence on roule, si jamais vous suivez un peu les activités d'Hydro-Québec et du circuit électrique, puis que vous entendez parler que ces bornes mobiles-là sont déployées, qui sait cet hiver peut-être quelque part ou plus tard dans l'année prochaine, allez faire un tour, allez voir ça. Et chargez-vous si vous en avez besoin. Laissez la chance à ceux qui en ont réellement besoin. Mais de voir quand même ces équipements-là déployés montre un peu là, le fait que Hydro-Québec n'est pas à attendre que les problématiques surviennent. Ils sont vraiment en action puis pour être au-devant des choses. Mais messieurs, merci beaucoup pour votre disponibilité et votre présence aujourd'hui. Avec plaisir, Martin. C'est vrai que ça brise moins, mais il y a quand même un minimum d'entretien à faire sur nos voitures électriques. Quand est venu le temps de faire l'entretien de mon véhicule, j'ai choisi de faire confiance à l'équipe d'Arleco plutôt que le concessionnaire. Ça fait maintenant 3 générations que cette entreprise familiale chouchoute nos voitures et ils ont été parmi les premiers à s'engager activement dans l'électrification des transports tout en adoptant des procédures et des produits sains pour l'environnement. Avec ses techniciens spécialement formés à l'entretien et réparation des voitures hybrides et électriques, Arleco nous offre aujourd'hui la même qualité de service sur nos VE qu'elle a toujours livré depuis bientôt 40 ans. De plus, chez Arleco, j'obtiens 10% de rabais sur la main-d'œuvre et les traitements anti-rouille avec ma carte membre hors de l'AVEC.
Arleco Génération 3, 8470 boulevard Parkway à Anjou. 514-352-1446 ou arleco.ca. Arleco, servir au-delà de la réparation. Retour dans le rétro. Votre capsule historique sur la petite histoire des voitures électriques. Vous le savez, aujourd'hui, on peut partir en long voyage avec notre véhicule électrique presque sans y penser. Le réseau de bornes est vaste, les batteries sont de plus en plus performantes, mais il y a quelques années, ce n'était pas évident. Et oui, avant les modèles plus performants, les premiers road trips électriques étaient un véritable défi. Imaginez, partir sur les routes du Québec avec une voiture qui n'a pas une grande autonomie, un réseau de recharge plus limité et une pression constante à arriver à destination sans tomber en panne sèche. Le premier véritable road trip électrique moderne remonte à 2008. À cette époque, Tesla n'avait pas encore le succès mondial qu'on lui connaît aujourd'hui, mais certains pionniers de l'électrique s'étaient déjà lancés dans l'aventure. En 2008, un groupe de passionnés et d'ingénieurs prend le volant de 2 Tesla Roadster. Leur but, traverser les États-Unis d'est en ouest, de San Francisco à New York, en passant par des régions où la recharge électrique n'était pas encore courante. Un sacré pari. Ce road trip de 5000 km, surnommé The Electric Road Trip, est l'un des tout premiers essais grande nature pour tester la viabilité d'un tel périple en véhicule électrique. Pour réussir, l'équipe doit faire face à plusieurs obstacles. Premièrement, les bornes de recharge. Il n'y en avait pas assez sur le parcours et certaines étaient complètement inaccessibles ou inutilisables. Ensuite, la durée de charge des batteries. Plusieurs heures de pause pour recharger pendant chaque étape, alors que les véhicules à essence étaient capables de faire le trajet en une seule fois. Mais qu'est-ce qui rend ce voyage historique? La détermination de ces pionniers. Grâce à une planification minutieuse et à l'utilisation des rares bornes de recharge disponibles et au travail acharné des équipes locales pour soutenir le projet, ces voyageurs finissent leur parcours, et sans encombre. Ce road trip prouve que l'électrique peut faire le trajet même sur de longues distances. L'un des ingénieurs du projet déclare « Ce voyage prouve que l'électrique n'est pas seulement une alternative urbaine, mais bien une option viable pour tout type de trajet. » Ce succès ouvre la voie à des millions de conducteurs à travers le monde qui commencent à rêver d'un futur où l'autonomie des véhicules électriques serait égale, voire supérieure à celle des véhicules à essence. Quelques années plus tard, en 2012, un autre road trip devient célèbre, celui de Nissan avec sa modèle Leaf, un des premiers véhicules électriques grand public. Ce road trip traverse le Japon de Tokyo à Kyoto, une distance de 500 km. À cette époque, les Nissan Leaf étaient équipés de batteries avec une autonomie d'environ 150 km. Un véritable challenge pour traverser un pays en entier. La grande réussite de ces trajets est qu'ils ont démontré, même avec des véhicules automobiles limités, qu'il était possible de parcourir de longues distances à condition de bien planifier ses arrêts et de ne pas craindre l'idée de prendre son temps. Ce n'est pas la vitesse, mais l'expérience et la patience. Aujourd'hui, ces road trips électriques, devenus mythiques, semblent presque inoffensifs comparés à l'infrastructure de recharge actuelle. Mais à l'époque, ces voyages étaient à l'avant-garde d'une toute nouvelle ère de mobilité. Ce qu'ils ont prouvé, l'électrique peut voyager à travers le monde. L'autonomie n'est plus un frein, les seuls challenges restants, le temps de recharge. Mais avec les technologies actuelles, cela devient de moins en moins une contrainte. Finalement, ces premiers road trips ont contribué à façonner une mentalité collective. L'électrique est une révolution et elle est prête à conquérir la route. C'était Retour dans le rétro. La prochaine fois, on explique comment les voitures électriques se sont émissées dans le secteur des transports publics et ont changé notre vision
de la mobilité. Voici les activités à venir dans les prochaines semaines dans le monde de l'électromobilité. Un seul événement au calendrier pour le moment et c'est ce week-end, c'est le salon de l'auto de Saint-Hyacinthe. C'est du 7 au 9 novembre à l'espace Saint-Hyacinthe au centre BMO et pavillon Solio au 2730 avenue Beauparlant à Saint-Hyacinthe. Plein de véhicules sur place, kiosque de l'AVEC pour poser vos questions, possibilité de faire des essais routiers et j'aurai la chance de donner des conférences le vendredi après-midi à 15h et le samedi après-midi à 13h. Donc, venez me voir là, dans la section des conférences à ce salon de l'auto de Saint-Hyacinthe. Ceci conclut l'épisode d'aujourd'hui. Un remerciement tout spécial à nos invités et collaborateurs, c'est-à-dire Luc Gauthier, David-Olivier Goulet ainsi que Claude Gauthier. À la recherche, Martin Archambault et les chroniqueurs Stéphane Daou, Claude Gauthier, Laurent Gigon, Sébastien Côté, Cédric Ingrand et Daniel Rochefort. Communication, Marie-Hélène Hamelin. Thème musical, François Viau, Luc Poirier et Marie-France Falardeau. Réalisation et production, les studios Basses. Un merci tout spécial à Arleco, notre commanditaire principal, ainsi qu'aux autres annonceurs qui rendent l'émission possible. Hydrosolutions, Précision PPF Vitre Teintée, Bourgeois Chevrolet, Création L'Escarmot, UAP Napa, Complexe EV, Roulon Électrique, ainsi que l'Association des véhicules électriques du Québec. La reproduction est permise, mais nous apprécierions en être avisés. Les questions sur le balado doivent être adressées à martin@silenceonroule.com et pour l'information générale sur les voitures électriques, visitez plutôt le www.avq.ca. Vous avez également accès aux archives de tous nos épisodes ainsi qu'à notre boîte vocale, dis-je, numérique sur notre site web au silenceonroule.com. Mon nom est Martin Archambault et d'ici le prochain balado, j'espère que vous attraperez la piqûre et direz, vous aussi, silence, on roule.